Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier épisode de Claireliance Investigation. Je me présente, Arthur Le Gall, réalisateur de ce documentaire à la demande de l'association Claireliance. Le but est ici de confronter 3 personnalités qui vont devoir explorer un lieu chargé en histoire et de recueillir leurs ressentis. Dans le cas présent, il s'agit d'un hôpital abandonné. Ces 3 personnes ont différentes sensibilités à la spiritualité. Nous avons Frédéric, un cartésien, Joël, une médium, et Marie, qui est sensible aux énergies. L'intérêt est aussi de pouvoir capter des phénomènes étranges. Pour ce fait, nous avons un caméscope avec la possibilité de filmer en infrarouge, nous avons 2 GoPro et 2 enregistreurs audio. Tout ceci afin d'avoir un maximum de points de vue et de ne rien manquer de cette exploration. Grâce à ces enregistrements et ces témoignages, nous allons observer, nous interroger et tenter de trouver la frontière entre le rationnel et l'inexplicable. On ne s'explique pas et on n'explique pas. Parce que si tu essayes un d'expliquer. Voilà. D'où la difficulté si tu. Je m'appelle Joël, je suis médium. On dit que je suis médium. Mon but dans cette expédition, en fait, je n'avais pas vraiment de but. J'étais invitée à suivre. Donc, et à partir de là, tout était possible. Donc, je suis Marie, et en fait, moi, je me forme dans le shiatsu, qui est une forme de médecine thérapeutique énergétique, qui se base sur la médecine chinoise. Et donc, ça touche à l'énergie et à des concepts qu'on aborde peu, en fait, en Occident. Et j'ai rencontré Arthur, qui est devenu mon ami, et dans ce cadre-là, dans ce genre d'échange. Et en fait, on a été amenés à échanger sur la spiritualité, tout ça. Puis à un moment donné, cet été, il m'a proposé ce projet qui était assez original, qui était de vivre une expérience en lien avec la spiritualité et ces énergies qu'on ne maîtrise pas, qu'on connaît peu. Donc je m'appelle Frédéric, je suis juriste de profession, donc plutôt cartésien dans mon fonctionnement. Passionné de musique et donc de son. Au quotidien, je passe pour quelqu'un d'assez calme, même très calme. Donc effectivement, aller à la rencontre de personnes étrangères ou de situations un peu étranges, différentes de mon quotidien, c'est pas quelque chose qui me déroute ou me dérange. J'étais en vacances 5 jours avec une équipe. Donc après, ce qui allait se passer, oui, m'amener, je ne savais rien. Je ne savais pas, donc je n'ai rien préparé. Je me suis dit que de toute façon, quoi qu'il m'arrive, ça se passerait bien. C'est-à-dire que moi, je ne sais pas si j'ai un don ou si je suis capable de ressentir les choses. C'est-à-dire que j'apprends à ressentir les choses par rapport à ma profession. Mais voilà, dans ce contexte-là qui était plus aléatoire du moins, je voulais savoir si j'allais être réceptive à ces énergies en fait. Moi ce qui m'intéresse c'est ça, c'est de confronter ce qui peut paraître un peu surnaturel ou en tout cas hors norme avec la matérialité. Et la matérialité c'est effectivement l'audiovisuel, le son. Arthur m'avait demandé de rechercher un petit peu l'histoire de cet hôpital désaffecté. L'intérêt pour moi, c'était d'essayer de laisser les autres dans le doute par rapport au lieu qu'ils visitaient, donc ne surtout pas les induire. Quand on est arrivé en fait au niveau du bâtiment abandonné, déjà en effet c'était assez détérioré parce que du coup il y avait beaucoup de nature et c'était très sauvage. C'était un peu intimidant. On se sentait pas forcément, moi je me sentais pas forcément à l'aise. On sent qu'il y a de l'histoire en fait, donc forcément on se sent un petit peu intrusif en arrivant là quoi. On est arrivé sur un lieu où je voyais un grand bâtiment, mais bon, pas plus que ça, quoi. Je ne me suis pas posé plus que ça comme question. Je m'étonne d'ailleurs, mais je pense que c'était une façon de me protéger. Je vous expliquerai après pourquoi. Simplement, quand je me suis retrouvée devant le bâtiment et j'ai compris par où on devait passer pour rentrer, là j'ai eu un doute. Et une fois qu'on arrive sur place et qu'on voit cette trouée que je filme dans le feuillage au niveau de la base, là je me dis ouais, il va y avoir du flip un petit peu.
Concrètement, quand vous rentrez dans un lieu recouvert de lierre par une petite porte totalement noire et que vous y allez à la torche, quand vous voyez à l'intérieur des lieux qui ont été malheureusement saccagés par des squatteurs, des tags au mur, etc., naturellement que l'ambiance change un petit peu. C'était tellement noir mais c'était noir aussi. Dès que je fermais les yeux, je voyais des choses avec lesquelles j'étais pas confortable. C'est vrai que l'équipe étant jeune, j'ai pas voulu passer pour une pétocharde, donc je n'ai rien dit et je l'ai fait. Mais je n'étais pas très à l'aise, pas du tout à l'aise même. Et Joëlle, pour la connaître un petit peu, a habituellement des manifestations au niveau de ses ressentis qui sont assez visibles. Quand elle capte quelque chose, elle a une surrespiration. Vous l'entendez faire. Donc ça, c'est quelque chose qui est habituel chez elle. Bon, au début, c'est surprenant. Après, on s'habitue. Je suis physiquement ici et maintenant, et dès que je suis dans des lieux, ou même quand j'achète ma baguette de pain ou n'importe, je suis effectivement dans d'autres espaces. On m'invite, on frappe à la porte, donc je peux dire que je suis perchée de toute façon. Donc, mais je ne m'étonne de rien. J'avais pas d'attente très précise, je me disais Joëlle va voir des choses, c'est certain. Parce que même dans la rue, elle voit des trucs, et quand elle croise des gens, elle voit plein de choses. Je me suis dit, dans un lieu comme ça, où il y a eu énormément d'histoires, elle va voir des choses forcément. Je vois des choses, alors je les vois, les gens appellent ça des flashs, j'en ai quelques-uns. Mais c'est plutôt comme un déroulé comme un film à la télévision, mais bien souvent c'est au ralenti. J'entends des choses, mais je les entends dans ma tête et je les entends autour de moi aussi, c'est un peu différent. Je peux aller sur des scènes de passé, même en étant ici et maintenant, et je peux aller sur des scènes de futur, sur quelque chose qui va se dérouler. Elle n'est pas illuminée, enfin c'est pas une personne qui va complètement délirer sur le paranormal, sur l'ésotérisme en général. Elle va se poser des questions, elle n'a pas la réponse à tout, elle voit des choses, elle ressent des choses, elle dit des choses surtout, qui sont très intrigantes, très perturbantes, très précises, qui posent question. Ça me fait pas rire du tout. Donc quand on est arrivé, Joëlle a eu du mal à respirer. Et à ce moment-là, elle étouffait un petit peu et donc ça lui a pris de court en fait, donc c'était assez spontané. C'était surprenant parce que moi j'ai pas eu ce problème-là. Et étant donné qu'elle est très réceptive, on était là avec elle, il se passait quelque chose et je me sentais, en quelque part j'étais impuissante par rapport à ce qui se passait. Donc ça m'a amené beaucoup de questions. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle nous fait encore, Joëlle? C'est vrai qu'on se demande ça des fois. Et on se tourne vers elle et elle nous dit « j'ai du mal à respirer, c'est oppressant ». J'étais oppressée, vraiment très oppressée. Et c'était pas la peur qui m'oppressait. C'était déjà des ressentis que j'avais par rapport à ce lieu très chargé, très lourd. Effectivement, quand j'ai compris ce que c'était effectivement vrai et n'importe quel médium de toute façon on l'aurait ressenti. C'était très lourd, c'était très chargé et c'était surtout très habité. Nous on savait avec Fred que le bâtiment c'était quand même un bâtiment qui concernait des gens qui avaient des problèmes de respiration. Non, parce que je sais à quoi on touche là. Hop. Partir avec un groupe de 4 personnes dans un lieu qui potentiellement peut être occupé par des squatteurs, un lieu qui peut nous amener à nous blesser, c'est quelque chose effectivement qui m'a poussé à préparer de manière très minutieuse. Préparer de manière minutieuse, c'est avoir un nombre de torches par personne avec des recharges suffisantes, trousse de secours, un petit peu d'alimentation s'il y avait besoin. Chaque appareil d'enregistrement, GoPro, caméra, etc., et tous les enregistreurs
étaient en autonomie suffisante et avec des extensions d'autonomie. J'ai trouvé important effectivement qu'on puisse avoir cette sécurité matérielle qui allait nous enlever peut-être un stress. Le parti a été pris d'équiper chacun d'une GoPro. En tout cas, 2 personnes avaient des GoPro sur les 4. Arthur avait une caméra au point. Il y avait 2 enregistreurs. J'ai vu plein de matériel, mais je vous avoue que c'est la première fois, bien évidemment, parce que c'est vraiment la première fois qu'on m'a mis dans cette situation-là, où effectivement, des lieux où j'ai été, voilà, mais je n'avais pas tout ce matériel, on m'équipait pas, et les gens qui étaient avec moi ne s'équipaient pas de ce genre de matériel. Joël, tu sens quelque chose ou... À gauche. En rentrant dans le bâtiment, Joël, elle était complètement activée, enfin, elle était carrément à l'écoute de ce qui se passait et il se passait des choses pour elle. Elle entendait des voix, des rires d'enfants, elle voyait des personnes en fait qui s'adressaient à elle. Moi, j'étais très surprise de la précision des détails qu'elle pouvait apporter par rapport à l'émotion des gens et de leur action, aussi courte soit-elle. C'était très vivant en fait, alors que bon, il n'y avait rien autour de moi, mais j'étais complètement embarquée dans son récit. Moi, j'étais en train de filmer un peu à droite à gauche, c'était vraiment le début, on n'était pas très coordonnés. Mais on entend Joël, enfin, on questionne Joël, on dit Joël, tu perçois quelque chose? Il y a un monsieur qui était là dans le couloir, mais... On descendait sous la terre. Et d'ailleurs, quand on s'est mis à descendre, effectivement, on était plus bas que le niveau sur lequel on était parti parce qu'on a accédé par des caves, je crois, des choses comme ça. Donc, absolument pas éclairé, malgré le fait que ce soit le jour, on y était, je crois, en début d'après-midi, c'était noir. Donc, bon, heureusement que j'étais dans le wagon, au milieu du wagon des gens qui marchaient, j'avais des gens derrière moi, parce que sinon, j'aurais pas été. Non, ça c'est sûr et certain. Hein. Et je savais effectivement ce qu'il y avait. Je ne pourrais pas le dessiner, je ne pourrais pas en parler, mais c'était une ambiance, c'était quelque chose, c'était lourd, c'était empesé, c'était malsain. C'est comme si c'était une fumée, mais c'est noir. C'était je sais pas, c'est comme si on voyait un nuage, mais c'était noir, c'était une masse, c'était une matière, je sais pas quoi c'était comme matière. C'était là, c'était probablement visqueux ou pas, j'en sais rien, mais c'était là posé, soit c'était en l'air, soit c'était, il n'y avait pas d'endroit spécifique, mais c'était là, mais ça regardait. Et ça, c'était pour moi beaucoup plus effrayant. Beaucoup plus effrayant parce que là, ça, c'est un domaine que je ne connais pas et surtout auquel je ne vais pas toucher. Et c'est vrai que j'ai traversé tout ça, je me suis dit de toute façon, je ne les vois pas, ils ne me voient pas. Ce qui n'est absolument pas vrai. Mais c'est comme si j'avais fermé les yeux, je me suis dit je vais passer, ils ne me verront pas. Et les seules personnes qui m'ont interpellée, c'était des personnes bienveillantes, qui ne pouvaient pas me faire de mal. Voilà. Alors ça a été un choix volontaire de laisser Joël guider le groupe. En tout cas, laisser le groupe interagir sans qu'ils connaissent réellement les lieux. Alors je ne vais pas dire que j'avais les plans parfaits de tous les étages, mais j'avais une certaine connaissance des lieux. L'intérêt, c'était effectivement de voir où l'instinct ou autre chose conduirait Joël et le groupe et de voir effectivement ce qui pouvait en sortir. Encore une fois, l'objectif, c'était pas d'induire le groupe en disant bah, écoutez, là il y avait des cellules, là il y avait telle chose. C'était effectivement de laisser mécaniquement le groupe agir. Ok, on va monter. Je suis emballée par là-bas, moi. Mais bon, je suis emballée. Que ce soit quand je suis sur une consultation, sur une photo ou sur un lieu, je sais. Je ne sais pas comment je sais, mais je sais. Je dis, on fait comme ça, on va là, on l'entrevoit comme ça. On n'avait pas décidé d'un chemin précis, simplement Joël nous guidait. Joël allait vers là où on lui disait, en tout cas, ce qu'elle percevait, où aller, quoi. Probablement guidée, oui. Probablement, mais je sais une chose, c'est que si je ne l'avais pas fait comme ça, si j'avais écouté ma peur et que je passe par un autre endroit peut-être pour trouver plus de lumière, de jour,
de toute façon, on m'aurait fait revenir initialement par où je devais passer et par où on voulait que je passe, ça c'est sûr et certain. Elle nous a montré très rapidement avec ses mains sa cage thoracique en disant « j'étouffe, j'ai du mal à respirer, il faut que je monte, j'ai besoin d'air ». La seule image que j'ai eue, étrangement, pour avoir étudié les lieux, c'est qu'à l'étage, les 2 étages où on se situait, on traitait les personnes pour des maladies respiratoires. Tu veux monter ? Plus je vais aller vers la lumière et peut-être pour la symbolique, je vais être plus de la lumière, donc je vais être effectivement plus entourée par des choses qui sont plus aimantes et plus entourantes et plus feutrées. Hein, plutôt que de rester effectivement dans des pièces, passer dans des pièces où je voyais bien qu'il y avait des choses qui étaient tapies là dans l'ombre, dans le noir. Pas qui me faisaient peur, mais c'était bizarre, c'était très bizarre, très bizarre. Et c'était la première fois que je ressentais ça. Et je voulais monter pour ça, pour m'échapper peut-être quelque part, pour m'échapper quelque part. La machine. Les rires d'enfants. Parce que... J'entends des rires d'enfants. Il y a plein d'enfants, enfin plein, il n'y a pas des centaines d'enfants. J'entends des enfants. Je les imagine en train de courir dans les couloirs, mais je ne les vois pas. Je serai une menteuse en disant que je les vois. J'entends, je les entends. Ils s'amusent, ils s'amusent. Donc, et c'était bien présent, hein, ça. J'ai eu quelques moments dans ce déroulé d'après-midi où physiquement j'ai vu des gens, notamment une femme, et puis j'ai eu ces moments où effectivement je le sais, et d'autres moments où je l'entends. D'abord les caves, c'est un peu oppressant, on est dans le noir direct, c'était pas hyper rassurant. Bon, voilà. Mais une fois qu'on est monté dans les étages, de plus en plus serein finalement, parce que il n'y a pas un son à part la nature. T'es dans ta bulle, littéralement, donc t'es bien. Les seules choses moi qui attiraient mon attention, c'était des choses qui concernaient la sécurité du collectif. C'est la poussière que je voyais. Je connais un peu l'hygiène et la sécurité, et effectivement, tout ce qui était poussière d'amiante, etc., ça, c'est quelque chose qui me préoccupait. Ah, regarde. Ouais, c'est un ascenseur. Donc, j'aime pas ça, les ascenseurs. Ouais. Attention, vous approchez pas fort, les trucs, ça s'écoule. Ouais. C'est un puits. Pour toi, c'est un ascenseur, pour moi, c'était un puits. Et j'aime pas. J'aime pas du tout. Mais alors, pas du tout. D'autres appelleraient ça le bas astral, on va toucher le temps. Je ne sais pas comment je dois l'appeler, mais moi, j'y vais pas là-dessus. Je ne vais pas expérimenter, même si tu me disais, on va descendre avec... J'y vais absolument pas. Il y a une morgue ici, il y a un endroit où on mettait les morts. Donc effectivement, pendant la guerre, ça a servi d'hôpital. D'accord, c'est peut-être là, effectivement. Effectivement, on entassait des morts dans une pièce parce qu'il y avait des gens partout. C'est ça. T'en cries. Tu regardes aussi, on peut monter parce qu'il faut sauter là-haut. On saute là-haut. Qu'est-ce que dit ? Ah oui, Tu regarderas sur l'historique. On saute là-haut. J'ai eu l'impression, et puis je l'ai vu après, qu'il y a quelqu'un qui sautait, suicidait, pour employer un mot, qui sautait en fait, qui sautait de là-haut. Hein. C'était très fugace, ça s'est passé très vite, mais je suis sûre que c'était ça. Je dirais qu'il y a eu un feu ici, qu'il y a eu un départ de feu ici. Ça serait intéressant qu'on connaisse l'histoire de ce sanatorium. Mais il y a eu un feu, un départ de feu ou un truc comme ça. Ah, c'est sûr et certain. Je suis sûre qu'il y a eu un feu. Hein. Je ne dis pas que tout le bâtiment a brûlé. Je suis persuadée qu'il y a eu un départ d'incendie. Et parce que je le sentais vraiment dans mes narines et je le voyais vraiment. Il y avait eu un feu. Je me rappelle une fois un ami de mon fils, c'était la nuit très tard d'ailleurs parce qu'il rentrait tous les deux, enfin bref, ils se sont fait des pâtes et puis je sentais des choses et notamment j'ai dit à ce jeune homme-là, qui était autrichien d'ailleurs, je lui dis la maison de ton grand-père a brûlé. Il me
dit, mais comment vous le savez? C'est parce que je sentais l'odeur. Et je voyais son grand-père, il disait maison brûlée. Voilà. Donc, mais je ne peux pas mettre en doute, en tout cas, je ne mets plus en doute ce que j'entends, ce que je vois. Simplement, je tiens absolument à ce que la personne en face de moi, ou quand je vais aller sur des endroits, qu'on puisse effectivement valider mes ressentis, ou ce que je vois, ou ce que j'entends. Je me souviens que l'atmosphère changeait en fait. D'un lieu à l'autre, d'une pièce à l'autre, l'atmosphère pouvait être plus lourde, plus pesant, ou alors tout d'un coup plus léger. Et ça bougeait beaucoup à ce niveau-là, quelque chose qui m'arrive pas souvent d'habitude. Je voyais mécaniquement le ressenti qu'elle pouvait avoir et ce qui avait été fait dans les lieux. On a été sur différentes salles, donc ces salles de traitement, des salles qui étaient plus des salles d'enfermement. Il y avait effectivement beaucoup de personnes qui étaient là, des personnes qui parlaient, qui se taisaient, des personnes tapies, des personnes qui avaient un comportement bizarrement physique au niveau physique bizarrement. Et là, pour le coup, elle a pu nous parler d'une personne, d'une femme avec les cheveux hirsutes, qui était a priori en train d'hurler. Alors bon, nous, on n'entendait rien là-dessus. Il y a une femme qui est là qui me suit. Les cheveux, enfin, comme si elle avait des cheveux crépus ou qu'elle ne s'était pas coiffée de, je sais pas, c'était bizarre. Et qui demandait son enfant. Et elle demandait son enfant, elle voulait son enfant. Donc, et il nous a suivis un bon moment d'ailleurs, dans les étages, parce qu'à un moment donné où effectivement je ne l'ai plus vue, mais elle voulait absolument retrouver son enfant. Donc je ne sais pas, peut-être qu'on lui avait enlevé son enfant du fait qu'on l'avait enfermé. À cet étage-là, il y avait de l'enfermement, de l'isolement, c'est-à-dire qu'on attachait les gens, qu'on les mettait dans des cellules, des formes de cellules, et qu'effectivement, elles étaient isolées. Donc il y avait une personne qui était a priori en train d'hurler et d'appeler son enfant. Elle avait une chemise, enfin elle était pas habillée comme nous, ça c'est évident. Les gens que je voyais d'ailleurs n'étaient pas habillés comme nous. À part cette femme qui m'a interpellée, je ne pourrais pas dire qu'on m'a interpellée ou on m'a regardée plus que... Non, c'est pas vrai. Non, on est passé au milieu de ça. Ce que j'avais peur, c'est que ce que je voyais qui était plus noir et nébuleux nous interpelle. Voilà. Je ne sais pas comment, parce que je ne connais pas ça. Peut-être que des gens qui travaillent avec ce genre de phénomène pourraient effectivement en dire plus. Mais moi, j'avais beaucoup plus peur que ça nous interpelle. Sinon, les autres, non, ils avaient probablement eu de bonnes doses pour les laisser tranquilles, pour faire en sorte qu'ils soient tranquilles. Voilà. Alors c'est rigolo parce qu'ils se cachent, dans le sens où ils sont pas, tu vois, ils sont recroquevillés, ils sont pas... Il n'y a rien que la dame là qui nous suit, elle est là à côté de nous. Elle parle de son enfant. Apparemment, elle a dû être enfermée, celle-là. Non, elle cherche son enfant, elle veut son enfant. Elle veut son enfant. Elle veut qu'on lui rende son enfant. Quoi ? On était tous équipés de talkie-walkie et à un moment donné, il y en avait un qui recevait des interférences souvent. C'était celui de Joël, en fait, en l'occurrence. J'ai été surpris et même énervé par des déclenchements de talkie-walkie. Alors pour reprendre le fonctionnement, le protocole, il a été filmé. C'était de paramétrer les 4 talkie-walkie. Ce sont des Motorola T80 Extreme, donc des structures qui sont résistantes finalement à des sources parasites. Ils sont paramétrés pour tous se déclencher au même moment s'il y en a un qui l'appuie. En fait, s'il y en a un qui commence à déclencher pour avertir quelqu'un, tous les autres se déclenchent. Il faut noter également que dans le bâtiment, on ne captait rien. Il n'y avait pas de réseau de téléphone, d'accord ? Donc les téléphones en carafe, on est loin de tout. Donc pas d'antenne relais à proximité.
je faisais pas trop attention parce que je pensais qu'ils se déclenchaient tous, mais en fait, en étant attentive, non, c'était vraiment celui de Joël qui se déclenchait. On pourrait parler de hasard, mais en fait, ou pas, parce que c'est elle qui communiquait vraiment, qui posait des questions, qui était la plus active. Non mais bon, c'est fait exprès aussi, hein. Ça permet de choper les ondes. Et c'est très sensible en plus. Ouais, et c'est rigolo parce que ça a répandu tout à l'heure. On voit beaucoup dans beaucoup d'émissions sur le paranormal, des vidéos où on voit des anomalies, des choses qui puissent être apparentées à des esprits, des fantômes, des manifestations. Souvent, c'est de mauvaise qualité, donc souvent, c'est l'imagination qui joue. Là où c'est intéressant, c'est quand ça coïncide avec quelque chose qui se passe juste avant, quelque chose qui est dit. En l'occurrence, Joël qui parle d'une femme aux cheveux hirsutes, une femme bizarre qui cherche son enfant, qui crie à l'aide. Et à chaque fois qu'elle parle de cette femme, ou qu'elle en parle avec Frédéric ou avec Marie, son Tokiwoki se déclenche. Donc en soi-même, le Tokiwoki qui se déclenche tout seul, ça peut arriver quand il y a des interférences. En l'occurrence, on était très isolés, mais il y a quand même ce risque qu'il puisse y avoir une interférence. Mais que ça se déclenche à chaque fois qu'on parle de cette femme, ça c'est fort. Mon interprétation, c'est qu'elle était là, elle nous suivait de toute façon. Hein. Et donc, chaque fois que je parlais, effectivement, c'était comme un assentiment à ce que je disais ou un rappel de ce qu'elle voulait, pour me rappeler qu'elle voulait son enfant. Alors c'est arrivé pour Marie, mais massivement pour Joël. Un Toki qui se déclenche avec, derrière, alors naturellement du parasitage, mais personne ne l'entend, c'est-à-dire que les trois autres ne se déclenchent pas. Ça ne marche pas le micro. T'es sûr? Est-ce qu'il module? J'ai rien fait. C'est sur Marie maintenant. Elle me fait flipper quoi. Elle dit en infrarouge, il va choper des trucs. Vas-y. Sur Marie par contre, ça a été déclenché. Vas-y. Bah, du coup, à un moment donné, c'est mon Toki qui se déclenche tout seul. Je pense que c'est le moment où c'était un peu effrayant, c'est peut-être un grand mot, mais c'était prenant. C'était prenant, c'est-à-dire que je savais pas pourquoi moi et pourquoi à ce moment-là. Donc on va pas tourner de clip, d'accord? Voilà, on est isolé et on a ce son bizarre qui vient de nulle part. Et c'est la troisième fois. Les autres fois, j'ai juste rigolé, nerveusement peut-être. Mais en même temps, j'étais pas trop surpris, parce que c'était le Tokiwoki de Joël, et bon... Je sais qu'elle capte plein de choses, donc peut-être que c'est lié à ça, ça m'a pas trop surpris. Par contre, Frédéric, lui, ça l'a un peu énervé, ouais. Je vous ai dit que j'étais plutôt d'une nature calme. Je ne vais pas me mettre en colère, voilà. Et je commence à me mettre en colère. C'est-à-dire que ces déclenchements me poussent à dire maintenant arrêtez de déconner, ou je ne sais plus comment je le formule, mais maintenant ça suffit, arrêtez. Donc je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais spontanément je suis en colère contre ceux, alors pas forcément CEUX, mais c'est eux, ce qui peut déclencher ces choses-là et qui, pour moi, vient perturber le calme des lieux. Du coup, peu de temps avant que mon Toki se déclenche, je suis allée voir Arthur parce que j'avais beaucoup de parasites dans mon casque. Alors, je savais pas si c'était un problème technique, donc je vais voir Arthur parce que c'est lui qui maîtrise le sujet. Et en fait, non, pas du tout, tout était bien réglé. Mais par contre, il y a eu un moment, pendant plusieurs minutes, où ça arrêtait pas de bourdonner. Enfin, il se passait des choses dans mon casque. Et du coup, c'était pas distinct, mais je sentais que c'était paranormal. Enfin, pour moi, c'était paranormal. Et est-ce qu'il y a un lien avec le fait que mon Toki soit déclenché juste après? Moi, je trouve ça rigolo. Moi j'aime. Peut-être les personnes qui ne bougeaient pas ou qui étaient là comme ça, qui ne me regardaient pas, on pourrait se poser la question à savoir pourquoi elles, seules. Moi, je dirais simplement qu'on passait là-dedans et qu'ils étaient bienveillants et que tant qu'on ne les dérange pas, il n'y a pas de souci. Moi, j'étais plus attentif aussi au décor, finalement. Je m'évertuais à faire des plans assez beaux, assez intéressants.
Parce qu'il y a quand même une beauté finalement dans ce lieu. Ces décors un peu envahis par la végétation, moi je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. C'est calme, c'est apaisant, la nature vraiment étouffe le truc et apaise en fait le lieu. Il y a ce mélange d'urbain, d'architecture avec du végétal. Ça m'a beaucoup amusé, intrigué et j'ai aimé faire des photos là-dessus. Et c'est vrai qu'en faisant des photos, j'étais pas en train de rechercher quelque chose de spécifique, mais la reconnaissance faciale était activée. Et quand je me suis amusé à faire ces photos pour mon propre plaisir, ben là je me suis rendu compte qu'il y avait des trucs qui pouvaient se mettre à bouger. C'est mieux là. C'est mieux parce que c'est moins défoncé. C'est plus lourd. Oui. C'est beaucoup plus lourd. C'est plus lourd, mais... Ça serait bien de savoir les étages, ce que c'était à chaque fois. Du coup, au deuxième étage, Fred et Joël ressentaient beaucoup d'oppression et n'étaient pas forcément à l'aise. Moi, j'étais plus, encore une fois, dans ma curiosité et j'ai pas ressenti d'oppression, mais j'avais envie de la ressentir, quoi. J'avais envie de partager ça avec eux, mais ça m'a pas dérangée. J'ai pas ressenti. Je sais pas, il y a un côté intuitif qui a pris le dessus, parce qu'effectivement, on est dans des lieux isolés, calmes. Et effectivement, intuitivement, il y avait des endroits où je me sentais pas bien. Je peux pas l'expliquer, c'est comme ça. Ouais, cet étage-là, ce serait intéressant de savoir. C'est très chargé ici, effectivement. Quand je dis très très lourd, c'est comme si le plafond, vous voyez, c'est vraiment, et c'est là, c'est vraiment comme si pour se déplacer, c'était difficile de traverser, hein, parce que c'est vraiment très dense. Je sais pas, peut-être qu'il y avait des gens spéciaux ici, avec une pathologie peut-être spéciale ou quelque chose un peu spécial, j'en sais rien. Avec peut-être... Hein. J'ai dit, je me rappelle très très bien, spéciaux, mais peut-être parce que cet étage-là était dédié à quelque chose de particulier. Je ne parle pas de tout ce qui est ésotérisme, médiumnité, tout ça. Je dirais plutôt à quelques expériences ou quelques expérimentations. J'aime pas. J'aime pas, non, j'aime pas. J'aime pas du tout. J'aime pas cet étage. Je n'aime pas cet étage. Parce que je me dis que dans cet étage-là, on coupe, on dissèque, on ouvre, j'aime pas. J'aime pas. Alors, elle est toujours là, ta dame? Non. Elle reste là-bas, elle cherche. Non, soit elle rentre pas dans ce truc-là, je sais pas, vraiment je me sens pas bien dans ce ouais, c'est très très lourd. On va monter si tu veux. Et justement, à cet étage-là, la jeune femme quand j'étais au premier étage, qui nous accompagnait tout le temps et qui demandait qu'on lui rende son enfant, ne m'a absolument pas suivie à cet étage-là, ça sûrement pas, elle n'y est pas rentrée. Donc ce qui me fait dire qu'effectivement ce que je ressentais, elle le savait, donc elle n'est pas allée, elle est restée à la porte, hein. Ça c'est sûr et certain. Ouais, c'est pour ça que j'aimerais savoir ce que c'était cet étage, parce que c'est vraiment très très dense, c'est vraiment très... C'est le seul endroit, cet étage-là, où j'ai eu cette espèce de hoquet que j'ai quand des défunts arrivent. C'est paradoxal d'ailleurs, c'est antinomique, parce qu'à l'étage du dessous, il y avait beaucoup de personnes. C'est comme si j'étais dans une cour de récréation. J'ai eu aucun ressenti qui me faisait entrevoir que des défunts arrivaient. Ils étaient là, je le savais, je le voyais. Bon. Mais dès qu'on est arrivé à cet étage-là, j'ai eu des... Et effectivement, là, c'était pas très bien. C'était pas très bon pour moi non plus. Alors on a essayé de ne pas se séparer, en tout cas de rester au même étage. Et voilà. Donc c'est vrai que Marie, parfois, partait seule. On se demandait bien ce qu'elle était en train de capter, en tout cas à titre personnel. Pendant cette exploration-là, moi ça m'est arrivé plusieurs fois de partir m'isoler un petit peu dans des endroits à l'écart du groupe. Et c'est tout simplement parce que j'ai une grande curiosité en fait par rapport à cette expérience. Et je me disais que peut-être le fait de m'écarter un peu du groupe, ça me permettrait de rentrer en contact avec des énergies et d'avoir des retours en fait, étant donné que mon micro me donnait des informations que je ne
pouvais pas lire, que je pouvais pas interpréter. J'ai essayé de me mettre un peu à l'écart et de créer une espèce de bulle avec moi et l'environnement pour voir ce qui pouvait en sortir. Mais c'est vraiment par curiosité. Mais tu veux faire de la photo d'art. Mais voilà, l'objectif c'était de laisser un petit peu tout le monde voilà, en live. Hein. Pas quelque chose de contraint. Et c'est d'autant plus intéressant d'expérimenter quand on n'a pas pipé les dés, quoi. Alors là, j'ai une boule au ventre, hein, que j'ai pas eu. J'avais plutôt un manque d'air, des trucs au niveau de la poitrine, au niveau du truc, mais maintenant c'est un truc, une boule au ventre. Quand on manque de respiration, d'air, on va le trouver à un moment donné, mais là c'est comme si on m'appuyait là sur le centre vital, mon centre vital, et qui me coupe, qui me scinde en deux, puisque de toute façon je peux plus là, je peux plus. Et qui est-ce qui... On y va? Chaque fois que je parle, elle me répond. Hein? Ouais. Il y a un escalier là. T'attends quelque chose ou? Non. Tu veux aller là-bas? Ouais. Allez, on y va alors, on écoute. On reviendra là, peut-être. Vous n'êtes plus là dans mon monde, dans ce truc-là, vous n'êtes plus là. Vous êtes que des caméras, des preneurs de son, des choses comme ça, mais vous n'êtes plus là. Vous n'êtes pas dans le décor. Et quand effectivement je demande à Marie où elle veut aller et si elle veut descendre, c'est parce que je sais qu'elle veut descendre, mais c'est pas elle. Physiquement, c'est pas elle. J'étais juste attirée par cet étage-là, en fait. J'avais envie, j'avais un élan, j'avais besoin d'y aller. Il y avait quelque chose que j'avais perçu, certainement, et j'avais envie d'aller vérifier. Et le fait que Joël me pose la question, ça m'a juste encouragée, en fait, à redescendre, quoi. Mais j'avais pensé à redescendre, en fait, avant qu'elle me demande. En fait, ça traînait dans ma tête. Et c'est pour ça que le fait qu'elle me demande, ça a donné l'élan pour acquiescer et aller voir. Alors, on se trouve dans ce couloir relativement obscur. Et j'ai Joël qui me dit attends, regarde, il y a quelque chose autour de moi. Ah oui, il y a quelque chose à côté de toi. Oui, il y a quelque chose. Parce que tu vois, j'ai un détecteur de... Oh, il y en a 3. Je le sais, c'est pour ça que je t'ai dit reprendre la vie. Il y a 3. Il y a quelque chose à Après, côté je de sais moi. pas. Hein, après. Il y a quelque chose là. Frédéric arrive effectivement et je lui ai demandé spécifiquement de me prendre en photo, de prendre des photos autour de moi, de tout ce qui était autour de moi, parce que je sentais qu'il y avait des choses autour de moi. Alors, j'avais amené un appareil photo et il y a un jeu qui consiste à utiliser le mode de reconnaissance faciale. Bon, vous reconnaissez le visage d'une personne, mais reconnaître quelque chose avec une forme de visage dans l'espace, dans le vide, c'est quand même déjà un peu plus compliqué. Et au moment où elle me demande effectivement de faire cette focalisation, moi je m'amuse aussi à filmer avec la GoPro pour effectivement capter aussi, eh bien il y a ce mouvement de curseur, il y a 3 choses qui sont matérialisées autour d'elle et qui viennent quelque part valider un ressenti qu'elle avait et que personne ne pouvait percevoir. Tous les appareils photo maintenant ont différents programmes, dont celui de détecter les visages automatiquement pour pouvoir faire des ajustements nécessaires. Donc il va aller chercher automatiquement les yeux, la disposition des yeux, du nez, de la bouche, etc. Donc évidemment, s'il y a un dessin sur un mur d'un visage, il va le détecter aussi. Là, c'est dans le néant un peu. C'est autour de Joël, c'est qui est assez amusant. Le fait de pouvoir détecter 3 points qui ressemblent vaguement à des yeux et à un nez, ça peut se retrouver dans pas mal d'objets, ou des pierres, ou de roches et de machins, selon l'angle de vue, selon ce qui passe devant. Enfin, c'est très aléatoire. Encore une fois, c'est la coïncidence qui joue. Enfin, c'est comme les talkie-walkie, c'est pas un phénomène qui est inexplicable en soi, mais c'est le moment où ça se déclenche qui est assez perturbant. Il sera peut-être. Non ? Vous croyez pas ? Je suis dans mon monde, c'est-à-dire je suis dans cet endroit-là. Vous êtes là, je le sais.
C'est comme si on est dans une piscine, vous êtes à l'extérieur de l'eau, de la base où il y a de l'eau, je vous vois, je le sais, mais c'est à moi qu'on parle et on me dit « tu vas passer par le petit escalier, passe par le petit escalier ». Alors pourquoi on me dit ça ? Peut-être parce que je me suis dit, j'y ai pensé, mais c'est vrai que je m'interdis aussi ce genre d'extrapolation, de me dire, je suis peut-être déjà passé là où on me crie parce que quelqu'un passe par le petit escalier. Par le petit escalier, qu'est-ce qui se passe? Il y a moins de monde, on peut sortir plus vite, on peut s'échapper, c'est l'endroit le moins visible. Il fallait que je passe par là. Il enregistre le tachygraphe? Non, c'est là qui enregistre. Non, il enregistre pas. S'il vous plaît, j'ai un enregistreur. Vous pouvez me parler dans l'enregistreur, s'il vous plaît. Je vous dis, moi, qu'il faudra reprendre ça et aller au petit escalier, s'il vous plaît, parce qu'on m'a dit qu'il fallait passer par le petit escalier. Oh. Alors là... Tu voulais partir en courant. Joël était dans une forme de fuite. Elle avait besoin de respirer, c'est-à-dire que le bas était pour elle, elle le décrivait comme plombé, donc elle était prise au niveau des poumons. Et donc sa seule obsession, c'était effectivement de monter et d'aller respirer. Qu'est-ce qu'il me dit ? Alors le grenier, c'était, là encore, c'est très matériel de mon côté. On a emprunté des escaliers qui étaient des escaliers en bois et mon seul réflexe, c'était de dire à tout le monde, faites attention de ne pas passer à travers. Les marches, je sens que les marches sont un peu vermoulues. Les marches sont un peu vermoulues. On va dans un espace qui est, même s'il est un peu éclairé par l'extérieur, qui reste assez sombre. Ça a été assez intéressant. Et j'allais dire quelque part, peut-être qu'on attendait quelque chose, mécaniquement, les uns et les autres. Quand on arrive en bas de l'escalier du grenier, il y a cette envie d'aller dans le grenier parce que forcément les greniers, films d'horreur, machin, enfin moi ça me parlait et j'aimais bien. Je me disais il va se passer des choses dans le grenier. J'avais vraiment envie d'y aller vraiment. Il va forcément se passer un truc dans le grenier. On attendait surtout le moment où Arthur allait allumer sa torche et pouvoir capter dans le noir, à l'infrarouge, éventuellement certaines choses. Ce qui se passe dans le grenier, c'est que c'est un endroit qui était un peu plus sombre, où on était encore plus loin de tout, plus loin du sol aussi, enfin de la terre. Et ce que j'ai trouvé étonnant, c'est que je trouvais qu'il y avait moins d'informations, c'était moins lourd, c'était plus léger que dans les autres pièces. Et je crois même que Joël il y avait moins d'informations pour Joël aussi, alors que les pièces d'en bas étaient éclairées, il faisait jour, c'était plus spacieux. Et pourtant, il s'est passé des choses dans les pièces d'en bas, certainement plus que dans le grenier en fait. Et du coup, c'était pas étonnant que ce soit plus calme en termes d'information. Au grenier, c'est hyper sympa, c'est génial, parce que de toute façon, je me rapproche de la lumière, donc je me reconnecte, c'est parfait. Pour moi, en tout cas, c'est parfait. Et puis, il y a du monde, mais je ne vois rien. Je ne vois rien, je n'entends rien, comme si effectivement on me reposait, on me laissait me reposer et me reconnecter, bien évidemment. Et ce moment-là était plaisant, ça a été très plaisant. À ce moment-là, effectivement, c'est quand même un petit peu flippant, quoi. Ça fait penser à un mauvais film du genre. Donc elle nous indique pourquoi ils ne disent rien. Elle nous dit quelque chose du style il y a eu trop de monde, en fait, on les dérange trop. Et donc ils ne veulent plus parler. Et c'est quelque chose d'assez surprenant parce que, oui, il y avait un silence de mort, quoi. À part les chauves-souris qu'on a pu voir, il n'y avait rien du tout. Bon, s'il y a quelqu'un,
Faites-nous le savoir. Déclenchez nos appareils, s'il vous plaît. Y a-t-il quelqu'un? S'il y a quelqu'un... Entendez? Est-ce que vous entendez? On s'est fait peur parce qu'effectivement, on a pu voir tout au fond du couloir comme deux yeux brillants. C'est là qu'on peut dire qu'effectivement, la nuit, on doit largement gamberger et fausser les perceptions. On s'est dit, waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Et plus on s'approchait, plus on voyait que c'était une trouée dans le mur, quoi. Et on finit par voir deux trous dans la toiture, à travers effectivement les ardoises ou les tuiles, et on a effectivement cette source de lumière qui là devient très concrète. Ce trompe-l'œil-là, quand on est en arrière de 30 à 40 mètres, c'était extraordinaire et fascinant. Alors, que ça nous oblige à regarder cet endroit-là, non, moi je l'ai interprété en disant « je te vois », puisque en fait ça venait de la toiture, mais quand on le regardait de loin, 30 mètres plus en arrière, 30 à 40 mètres je crois, effectivement ils étaient devant nous. C'était plus quelque chose qui venait du haut, donc c'était, pour moi je l'ai interprété « je te vois ». On a également une perception, c'est une salle au grenier où il y a de la machinerie. Et il y a une forme d'ombre qu'on vient à capter et à voir les uns les autres. Alors je ne sais pas ensuite si on va réussir à, encore une fois, rationaliser ça, mais c'est comme s'il y avait eu une petite forme accroupie. Ce que vous voyez sur les vidéos, c'est réel. C'est très réel. Ça peut être caché, enfin non visuel au premier abord sur une photo, ça peut être dissimulé dans des tags, mais quand on regarde bien effectivement, et très souvent sur les photos, une fois qu'on les regarde bien, on voit des choses. Il y a des indications bien évidemment. Ce que je peux dire, c'est que quand on est dans des milieux qui peuvent paraître hostiles, dans un univers qui est sombre, oui, le mental, il peut tourner. Et jusque-là, le mental n'avait pas spécialement tourné. Non mais si vous voulez le petit escalier, là, soit on fait l'étage en complet, faut juste pas se... Quel étage? On est au troisième. Oui, mais là on passe pas dans l'autre bâtiment? Ah mais si, mais tu m'as dit le petit escalier. Oui, mais Ah ben vas-y, ça va. on va dans l'autre. Ouais. C'est sympa d'aller dans l'autre, Ouais. c'est sympa à gauche. Dans ce bâtiment secondaire, effectivement, je suis dans mon monde. C'est-à-dire que pour moi, tout est très bien, tout est OK. Il y a toujours autant de défunts, mais rien qui ne puisse me faire peur. Et notamment, paradoxalement, dans ce bâtiment-là, il n'y a rien qui ne puisse me faire peur, mais à un moment donné, c'est Frédéric, je crois, qui dit « Oh, mais cette pièce-là, ça me fait penser à une salle de jeu. » Voilà, il y a quoi là-bas? Il y a un petit escalier quelque part. Tu vois? Des chiottes et puis un tremplin, c'est pas mal cette pièce là-bas, j'aime bien. J'aime bien là-bas. Il y a de la légèreté là. C'était une salle de jeu. Je lui posais la question parce qu'il y a un moment où c'était devenu comme un jeu. C'est-à-dire que la manière d'avoir une validation numérique, en tout cas une empreinte numérique, sonore, c'était effectivement de lui poser des questions ou de dresser des affirmations. Et si vous regardez bien sur la bande, quand on a été tout en haut, on s'est rendu compte qu'il y avait une zone, je crois que c'était une lingerie. Et juste derrière la lingerie, il y avait des bacs. Donc c'est une pièce qui était comme une pièce de loisir. Et donc j'ai pu dire, bon, c'était certainement un lieu où ils se réunissaient, un truc de convivialité. Et là, et je crois même que je dis, ben vous voyez, ça y est, on a confirmation. Donc effectivement, il y avait un assentiment. C'était probablement une salle où effectivement de réunion effectivement de patients aménagés effectivement en salle de jeu avec des espaces de jeu pour eux, très probablement.
arrivant là, on a un échange, je ne sais plus ce que Joël me dit, et là il y a son talkie-walkie qui se déclenche, mais qui se déclenche de manière longue, avec quelqu'un qui marmonne derrière, ou quelque chose qui marmonne. Tu imagines toi ça? Bien sûr. Oh yes. Tu as vu les arbres, c'est tout en hauteur là. C'est génial. C'est du blanc, c'est une piste. C'est beau hein. On est arrivé dans un endroit à l'extérieur, en fait, dans un petit couloir qui était vraiment très au contact de la nature. Enfin, c'était assez ouvert et du coup, c'était plutôt intéressant, pas par rapport à tous les échanges énergétiques qu'il y avait pu avoir auparavant, mais plutôt par rapport à l'histoire du lieu, parce qu'on a trouvé des salles, on a pu imaginer un petit peu se représenter à quoi correspondaient les salles. Ça permettait de mettre en scène un petit peu comment les gens vivaient. Il y avait des petits, comment on appelle ça, des petites lucarnes. Ouais. C'était noir et ça donnait effectivement dans les sous-sols. Et ça, et d'ailleurs, c'était recouvert d'arbres, donc on était vraiment dans un sas là aussi. C'était comme un passage là, et là, j'aimais pas du tout non plus. C'est page champêtre. Regardez-moi ça, c'est pas mignon? Et bien on est sorti en plus. En sortant de ce vieil hôpital désaffecté, c'est vrai qu'on a fait le tour des lieux. C'était un espace qui était assez sombre, donc beaucoup de végétation très dense. Et quelque chose a attiré mon attention, mais bon, après, sans plus de raison. C'était un vieil escalier, à mon avis assez ancien, qui était peut-être utilisé justement pour les promenades. C'est un escalier que j'ai emprunté par jeu et que j'ai photographié abondamment. C'était quelque chose, effectivement, je trouvais beau. La végétation, effectivement, se rappelle de l'architecture. Non, c'est pas ça, c'est que tu le fais la nuit, tu te fais peur tout seul. Bon. Là, il y a des gens, ça je peux t'assurer qu'il y a du monde, mais pas de violence, pas de... Si, des cris, ça c'est oui. Il y a beaucoup d'enfants, il y a des enfants qui courent partout. Il y a cette femme, bon il y a plein de gens, mais ils sont là, tu sais, ils sont là posés. J'ai beaucoup réfléchi à cette intervention pour savoir si effectivement c'était opportun de le faire la nuit. Quelque chose m'a dissuadé de le faire. Donc je ne savais pas où on m'amènerait pour cette petite expérience. Mais ce que je souhaitais, c'est que je savais effectivement la région dans laquelle on allait et je savais qu'il y avait Mère Méra qui était là, qui tenait des séances et je tenais à aller effectivement la rencontrer, du moins qu'elle pose les mains sur moi. Et en ressortant de là, Joël nous dit, donc en fait elle est sortie de la salle, elle me dit j'ai eu peur. J'avais les yeux fermés et j'ai vu 3 personnes cagoulées et je mourais. Je voyais des hommes, c'était des hommes, avec des capuches et ils nous tuaient. Alors bon, j'étais au café ce matin-là, je n'avais rien vu d'autre, mais c'était urgent, il fallait que je m'en aille, il fallait que je m'échappe de là. Donc je suis sortie effectivement. Et donc en fait, c'est quelque chose qui m'a un petit peu questionné. Il y a des choses que je ne comprends pas venant de Joël et qui effectivement parfois se traduisent par le pneu crevé qui une semaine après crève réellement. Ça m'est arrivé récemment. Donc il y a des choses effectivement que je ne maîtrise pas. Donc en fait ça m'a poussé à orienter tout le monde vers une intervention de jour. Et paradoxalement, sur le deuxième lieu où on m'a amené, effectivement, on a fait ces expérimentations. Au moment où on en partait, il y a une voiture qui arrive, qui se gare, et 3 personnes avec des capuches noires sortent de la voiture. Ce que je me suis dit après coup, c'est qu'une exploration de nuit avec les planchers vermoulus qu'on a pu rencontrer et des situations un petit peu scabreuses,
on aurait pu largement se faire peur les uns les autres et ça aurait pu effectivement mal tourner. Et là, vraiment, j'étais vraiment très très heureuse qu'on s'en aille parce que là, je veux dire, ça m'aurait glacé le sang. Ça m'a glacé le sang, mais ça m'aurait encore plus glacé le sang d'être dans ce lieu où on était et de me rappeler effectivement ce que j'avais vu le matin. Je ne sais pas si on nous aurait tués, mais je ne sais pas. J'aurais le temps de trouver son chemin là-dedans, de trouver une explication, de trouver des pistes. Et d'ailleurs, elle a écrit un livre qui peut donner des pistes à certains, qui peut peut-être orienter des gens en le lisant, une sorte de guide un petit peu aussi peut-être. Après le tournage, du coup, il a fallu faire le montage, inévitablement. Et donc on avait quand même pas mal de sources. On avait le téléphone de Joël, on avait les 2 GoPro, plus la caméra. Autant de pistes audio et 2 supplémentaires avec les 2 micros. Il a fallu donc tout synchroniser sur l'heure et quart passée là-bas. Ce qui est intéressant, c'est que sur la piste audio du H5, à un moment donné, il y a eu cette coupure. Alors c'est pas une coupure habituelle, c'est comme si on avait mis sur pause un temps et qu'on avait repris la bande, sauf que c'est impossible. C'est-à-dire que normalement, quand on fait une coupure sur le H5, il y a une autre bande qui se crée ensuite. Sauf que sur la même bande, qui dure 1h15, c'est comme si on avait enlevé un tronçon et qu'on avait rapproché la suite. Alors encore un phénomène étrange, bien que certainement explicable, mais qui intervient une fois de plus quand Joël capte quelque chose. Ça m'a permis effectivement de tester un petit peu mes ressentis, d'analyser, et je dis maintenant avec le recul, je suis restée calme, je suis restée sereine, j'étais bien, sauf les moments où effectivement je voyais ces espèces d'ombres, de choses un peu noires, mais j'étais bien, j'étais dans mon monde, c'était une autre façon d'être médium sur un autre terrain. C'est plus confortable d'être dans un cabinet ou en salle. Là, on est sur le terrain, on est sur essayer de capter d'un lieu, cette mémoire du lieu, et c'est intéressant aussi. C'est très intéressant. Je dirais que cette expérience, je suis contente de l'avoir vécue parce que c'était avec une équipe qui était préparée, c'est-à-dire que il y avait des professionnels par rapport au tournage, et aussi Joël qui a de l'expérience et qui est vraiment en recherche et qui fait du travail là-dessus. Et du coup, c'était pas quelque chose de complètement aléatoire, donc j'étais bien encadrée pour ça. Et ça m'a permis de voir déjà l'aspect technique, en fait, comment ça pouvait se passer un reportage sur ce sujet-là. Et au niveau du vécu, des ressentis, même si je pense que j'ai pas de don particulier, du moins je réceptionne pas cette même énergie que Joël, je ressens des choses par rapport à la manière dont je me forme dans l'énergétique. Et en effet, pendant l'exploration, j'ai été confrontée à quelques ressentis, quelques échanges que je ne pourrais pas moi traduire, mais il s'est passé des choses en fait. Il y a eu du mouvement, j'ai été attirée dans des endroits particuliers, j'ai eu besoin d'aller à la recherche d'infos. Et ce qui m'a beaucoup plu en fait, mais qui était très prenant, c'était le fait d'être aussi à côté de Joël à de nombreux moments, parce que elle a apporté de la vie au lieu, à l'histoire du lieu en fait. C'est comme si on revenait loin en arrière, mais pourtant il y avait beaucoup d'authenticité dans ses réactions, et ça c'était assez troublant. Je pense pas qu'on puisse être dans une forme de sérénité quand on est dans une ambiance nocturne. À 4, on se fait déjà suffisamment d'impression, parce qu'effectivement on peut avoir des mouvements, il y a de la mobilité, on ne sait jamais sur qui on va tomber. C'est vrai que cette expérience-là, dans ce contexte-là désaffecté, non. En revanche, dans un château, je suis preneur. Fougeray, l'Irlande, ce que vous voulez, oui, moi je demande juste à voir. Chacun est en droit d'avoir sa propre interprétation de ce que vous venez de voir. Un même lieu ou événement peut être perçu différemment par les personnes présentes. Le hasard pour les uns n'existe pas pour les autres. Certaines choses peuvent déranger ou perturber certaines personnes, alors que d'autres n'y prêtent même pas attention. En tout état de cause, cette série n'a aucun but dogmatique. À vous de vous faire votre avis et de le partager avec nous si vous le souhaitez. Merci d'avoir regardé cet épisode, et à très bientôt pour une nouvelle investigation.